Aujourd'hui, on parle d'anémie fériprive. Je suis Mathieu Hung et vous écoutez Très Pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Les renseignements contenus dans la balado-diffusion Très Pharmacien sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Bonjour, chers auditeurs. L'anémie fériprive est un problème de santé qu'on voit souvent dans notre pratique. On connaît les principaux signes et symptômes, on est assez familier avec les traitements usuels et on se sent généralement à l'aise d'en faire le suivi. Mais comme on le dit, le diable se cache dans les détails. En fait, si l'anémie n'est pas traitée de façon adéquate, elle peut mener à des complications considérables pour nos patients. Et avec toutes les options thérapeutiques disponibles aujourd'hui, l'optimisation du traitement est plus importante que jamais pour en assurer son efficacité et sa sécurité. Donc, pour discuter de l'évaluation et du traitement de l'anémie fériprive, c'est avec plaisir que je reçois Bianca Beloin-Jubinville, qui est pharmacienne à l'hôpital Fleurimont du CIUS de l'Estrichus et détentrice de la certification américaine du Board of Pharmacy Specialties en pharmacothérapie. Bonjour Bianca. Bonjour Mathieu. Bienvenue à Très Pharmacien. Merci. D'entrée de jeu, comme pharmacien, on est souvent appelé à prendre en charge des patients avec une anémie, que ce soit de type fériprive ou d'autres types. Même si c'est assez fréquent, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à ce problème de santé? Bien, c'est très, très prévalent. Donc, ça touche beaucoup de gens, là, de patients. Pour dire des chiffres un peu plus exacts, donc on parle d'à peu près 30% des femmes de 15 à 49 ans, même jusqu'à 37% des femmes enceintes. Il y a plusieurs problèmes également qui peuvent découler de l'anémie. Par exemple, une diminution de la densité minérale osseuse, une augmentation du risque de fracture, une augmentation du risque de fragilité. Puis ça, indépendamment de la présence d'autres comorbidités, puis même une augmentation du risque de chute. Donc, c'est pas une maladie à prendre à la légère. Puis Bianca, je sais que tu travailles principalement à la clinique de protection rénale. En général, quelles sont les causes principales de l'anémie, tout type confondu? La cause vraiment principale d'anémie, c'est l'anémie fériprive. On parle que jusqu'à 60% des cas d'anémie seraient reliés à une déficience en fer. Donc, c'est vraiment pas banal. On connaît bien aussi l'anémie macrocytaire, qui est plus souvent due à une déficience en vitamine B12 ou en acide folique. L'anémie inflammatoire également. Mais il y a plusieurs autres causes, par exemple des causes médicamenteuses qui sont possibles aussi, en lien, je nommerais par exemple le méthotrexate ou l'azatioprine. Et même des syndromes myélodysplasiques. Puis même l'abus d'alcool peut être une cause de l'anémie. Peux-tu nous rappeler aussi la présentation clinique de l'anémie? Quels sont les principaux symptômes? Bien, habituellement, on les connaît quand même assez bien, là. Donc, on parle de fatigue, de pâleur, des extrémités froides, des étourdissements. Il y a certains des symptômes qu'on pense qui pourraient être plus suggestifs d'une anémie aiguë, comme par exemple la tachycardie, les étourdissements ou la dyspnée, versus les symptômes d'une anémie plus chronique, comme la fatigue, une faiblesse, la pâleur ou des maux de tête. Par contre, il faut savoir que la sévérité des symptômes ne va pas nécessairement corréler avec le degré d'anémie. Donc, quand l'anémie va se développer graduellement, il y a des mécanismes compensatoires qui vont permettre de s'adapter finalement en augmentant, par exemple, le volume sanguin, en faisant des changements au niveau des globules rouges, par exemple, au niveau de l'affinité avec l'oxygène. Puis tout ça va permettre une adaptation pour masquer les symptômes jusqu'à un état quand même assez avancé. Donc, ce sont des symptômes qui ne sont pas nécessairement spécifiques. Non, exactement. Puis pour faire l'évaluation, on regarde la formule sanguine complète, la FSC entre autres. Quels sont les éléments importants de la FSC qu'on a considérés dans l'évaluation de l'anémie? J'imagine qu'il y a l'hémoglobine. Oui, effectivement. Fait que l'hémoglobine puis l'hématocrite, c'est vraiment les deux variables qui vont évoluer en parallèle. L'hémoglobine, c'est vraiment la concentration dans le sang total en globules rouges. Puis l'hématocrite, c'est plutôt le pourcentage du volume du sang qui est occupé par des globules rouges. Mais ils veulent dire un petit peu la même chose finalement. Dans la FSC, donc dans la formule sanguine complète, il y a aussi la morphologie des globules rouges qu'on va vouloir regarder. Donc le volume globulaire moyen. Si on est microcytaire, ça va nous suggérer une anémie fériprive. Donc, on parle d'une valeur en bas de 80. Tandis que si on est macrocytaire, en haut de 100, bien là, on serait plus dans une anémie qui serait reliée à un déficit en vitamine B12 ou en acide folique.
Aussi, on peut avoir une diminution du volume globulaire moyen qu'on peut observer même avant la diminution de l'hémoglobine comme telle. D'accord, et à part la formule sanguine complète, quelles sont les autres analyses de laboratoire qui sont pertinentes à considérer dans notre évaluation? Bien, au niveau de l'évaluation de l'anémie, on peut demander la numération des réticulocytes qui va être exprimée soit en pourcentage ou en nombre absolu selon le laboratoire. Puis ça va vraiment nous renseigner sur la réponse de la moelle osseuse à fabriquer des nouveaux globules rouges. Puis, dans le cas qui nous intéresse le plus souvent, donc l'anémie fériprive, bien, évidemment, on veut avoir le bilan martial pour connaître les réserves en fer. Mais ça, on va y revenir. Parfait. Donc maintenant, regardons de plus près l'anémie fériprive en commençant par son évaluation, puis on pourra ensuite se pencher sur les traitements. Donc, l'anémie fériprive, c'est dans son nom, c'est causé par un déficit en fer. Quelles sont les principales causes de ce déficit? Ça peut être vraiment multifactoriel. En fait, en premier lieu, c'est souvent synonyme de perte, donc d'un saignement. Ça peut être un saignement vraiment de bas grade là, que le patient ne va pas nécessairement remarquer, donc un petit saignement chronique au niveau digestif ou même au niveau gynécologique pour la femme. Ça peut être lié à un manque d'apport en fer aussi, donc les patients qui n'en consomment pas assez dans leur alimentation. Ça pourrait être un défaut d'absorption aussi, donc les patients pourraient avoir un manque d'absorption là, à cause d'un intestin court, par exemple, ou même une surutilisation de nos réserves en fer. Donc, si le corps est appelé à toujours produire de nouveaux globules rouges, bien, ça vient utiliser d'autant plus là, nos réserves. Quand on regarde le bilan martial, comme tu as mentionné, il contient plusieurs éléments. Le fer sérique, la ferritine, la saturation de la transférine. Bref, peux-tu nous aider à démêler tout ça? Effectivement, ça fait beaucoup de valeurs à regarder. Puis si on en regarde seulement une, ben malheureusement, ça nous aide pas vraiment à mieux évaluer le bilan martial. Donc, il faut vraiment les regarder tout ensemble pour permettre de se faire une idée sur qu'est-ce qui se passe avec notre patient. Donc, la première valeur que je regarde souvent, c'est le taux de ferritine, donc qui est vraiment nos réserves corporelles totales. C'est l'indice qui est le plus rapide puis le plus sensible d'une déficience. Par contre, il faut faire attention avec la ferritine, puis on va s'en reparler après. Ensuite de ça, je regarde le pourcentage de saturation de la transférine, donc qui habituellement va varier entre 20 et 50 % avec une normale autour de 30 %. Puis lui va être un peu le reflet de comment notre transporteur de fer dans l'organisme est saturé. Puis il y a également le fer sérique qui, lui, peut être diminué, par exemple, par l'infection ou l'inflammation, mais qui va être plutôt le reflet du surplus de fer qui est stocké dans notre corps, donc par exemple dans le foie, la rate, la moelle osseuse, par exemple. Parfait. Donc, je retiens principalement la ferritine, qui est plus rapide, plus sensible. Mais de mémoire, c'est aussi un test qui est assez réactif selon l'état du patient. Si, par exemple, un patient était en état inflammatoire, est-ce que la ferritine serait toujours aussi fiable? Non, effectivement, Mathieu. Donc, il faut faire attention à ce moment-là. La ferritine peut être augmentée en contexte inflammatoire ou infectieux puisque c'est une protéine de la phase aiguë positive. Donc, à ce moment-là, elle ne va pas nécessairement refléter les réserves en fer du patient. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder une seule valeur, mais bien plusieurs valeurs pour permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et quelle valeur de ferritine nous indiquerait une carence martiale? Bien, ce chiffre-là aussi peut être très variable, donc ça va dépendre du patient qu'on a devant nous. Une carence martiale absolue, là, ça serait en bas de 30 microgrammes par litre de ferritine. Mais par exemple, pour les patients en insuffisance rénale chronique, bien là, on voudrait viser une ferritine d'au moins 500 microgrammes par litre pour qu'il y ait des réserves de fer adéquates. Puis, pour les patients, par exemple, en insuffisance cardiaque, bien, c'est un chiffre différent aussi. Donc, c'est très important de bien connaître le patient qu'on a devant nous avant d'analyser la valeur. Donc, toujours se rappeler qu'on traite un patient et pas un chiffre, dans le fond. Oui, exactement. Donc, maintenant, je t'amène faire un petit cas, Bianca. Donc, disons qu'on est en pharmacie et on a une patiente qui se plaint de fatigue, d'étourdissement depuis plusieurs mois. Elle va donc passer des tests, une formule sanguine complète, un bilan martial et on lui découvre une anémie fériprive. Elle se fait prescrire du sulfate ferreux 300 mg une fois par jour. Puis on sait qu'il y a plusieurs produits de fer oral qui sont disponibles sur le marché. Donc, comment est-ce qu'on sait si ce produit-là est le plus adéquat pour cette patiente?
Ben, en fait, on le sait pas. Donc, il n'y a pas vraiment d'évidence qu'un produit va être mieux qu'un autre pour l'efficacité, ni même pour la tolérance. OK. Donc, avec ça, ben, je peux pas vraiment répondre à ta question, malheureusement. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le sulfate ferreux, ben, c'est le seul qui est remboursé par la RAMQ. Ah, bon. Donc, quand on se base sur ce critère-là, c'est souvent avec celui-là qu'on va commencer. Puis, on peut essayer de changer de sel. Là. Parfois, on le fait en pratique pour améliorer la tolérance du patient, mais on n'a pas vraiment de données qui supportent cette pratique-là, là, qu'un sel différent va être mieux toléré par le patient. Ce qui pourrait orienter un petit peu notre pratique, c'est plutôt qu'une teneur plus faible en fer élémentaire pourrait être mieux tolérée par les patients. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on pourrait faire un ajustement pour le patient pour essayer d'avoir une meilleure tolérance du fer en Perros. Puis à part le produit en particulier, on voit aussi différentes fréquences qui sont prescrites. On le voit 1 fois par jour, comme c'est le cas pour notre patiente, parfois 2 fois par jour. Bref, quelle fréquence est généralement recommandée? Encore là, ça peut varier beaucoup. On a des nouvelles données qui nous indiquent qu'avec une administration aux 2 jours, on aurait une meilleure tolérance pour nos patients avec des résultats similaires. Pour ça, je te ramène à l'hepcidine, qui est l'inhibiteur de l'absorption de fer. Donc, l'hepcidine, sa synthèse va être stimulée dans les heures qui vont suivre la supplémentation en fer oral et vont donc augmenter son expression. Fait qu'à ce moment-là, la biodisponibilité du fer va être diminuée de 35 à 45 % le lendemain de la prise. Donc, évidemment, une diminution de la fraction absorbée de la pilule qu'on va donner à notre patient. Donc, si on la donne aux 2 jours, ben on n'a pas vraiment de diminution finalement à cause de l'hepcidine, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure biodisponibilité la journée qu'on le donne. Donc, si je te donne des chiffres, par exemple, donc pour une absorption absolue d'une dose de 60 mg de fer élémentaire, donc là, on parle de notre sulfate ferreux 300 mg. On aurait une absorption de 13,8 mg qui va être diminuée à 8,8 mg si on a reçu une dose la veille, puis même à 5,9 mg si on a reçu BID la veille. Tu vois qu'on a quand même des pourcentages d'absorption qui vont diminuer quand même de façon significative avec une prise qui va être augmentée. Donc, pas vraiment de bénéfice finalement à augmenter la dose ou la posologie. Parfait, c'est plus clair maintenant. Et en général, pour combien de temps est-ce qu'on doit poursuivre le traitement? Bien, habituellement, on va parler d'une réplétion d'au moins 6 mois ou 3 mois après la normalisation de l'hémoglobine. Mais là, encore une fois, ça va dépendre du patient qui est devant nous. Donc, ça va dépendre de la résolution de la cause initiale. Donc, l'anémie, c'est vraiment plus le reflet de quelque chose d'autre qui se passe chez notre patient souvent. Donc, il faut avoir éliminé ce problème-là, finalement résolu le problème primaire pour pouvoir arrêter de traiter l'anémie. Par exemple, si c'était une perte sanguine chronique digestive à la base, bien, il faut que ça ait été adressé finalement pour que les besoins en nouveaux globules rouges du patient continuent pas. Donc, tant pour le choix du produit, la posologie, la durée de traitement, il faut tout individualiser selon le patient qu'on a devant nous. Oui, exactement, parce que ça peut varier beaucoup, beaucoup. Parfait. Donc, disons qu'après 6 mois, la patiente a terminé son traitement, elle a été observante à sa thérapie, puis elle refait un bilan de contrôle, puis la ferritine est toujours en bas de 30 microgrammes par litre, donc une carence martiale très probable. À ce moment-là, est-ce qu'on devrait considérer le fer intraveineux? Oui, tout à fait. On considère qu'on devrait administrer le fer en intraveineux si on a eu un essai significatif de fer Perros. Donc, on parle d'au moins 6 à 12 semaines pour un patient qui est stable, sans anémie significative, donc un patient qui ne serait pas symptomatique de son anémie, évidemment. Donc, à ce moment-là, il faudrait lui prescrire du fer intraveineux effectivement. Puis, il y a plusieurs autres indications pour lesquelles on pourrait donner du fer intraveineux à notre patient. Par exemple, les patients chez qui on suspecte une diminution de l'absorption, par exemple une chirurgie bariatrique, les maladies inflammatoires de l'intestin ou la maladie cœliaque. Pour les patients qui ont un segment actif, comme on a dit tantôt. Pour ceux qui ont une intolérance au fer Perros, donc on a essayé de changer la dose, qu'on a essayé de changer de formulation, mais qu'encore là, le patient est intolérant, bien, on pourrait considérer lui donner du fer intraveineux.
pour des patients qui ont une anémie en post-opératoire, qui sont insuffisants rénaux chroniques en terminale, qui sont hémodialysés ou même qui ont des symptômes sévères d'anémie, il faut penser plus rapidement à leur donner du fer intraveineux. Puis est-ce qu'on peut supposer que la supplémentation en fer est plus efficace par voie intraveineuse? Pas nécessairement. Évidemment, on n'a pas de doute au niveau de l'absorption ni de la prise. Donc, on le sait que le patient le reçoit finalement. Fait que c'est ça le principal avantage. C'est un peu plus rapide parce qu'on peut donner une plus grosse dose finalement chez notre patient en une seule fois, mais ça ne va pas nécessairement se traduire par une augmentation plus rapide de notre hémoglobine. Donc, les patients avec une anémie fériprive, une réponse à la supplémentation de fer, soit Péros ou IV, va être seulement marginalement plus rapide si on supplémente en intraveineux. Par exemple, il y a une petite étude qui avait observé une augmentation de 7 grammes par décilitre supplémentaire après 23 jours de traitement pour les patients en post-opératoire. Donc, c'est quand même peu significatif, disons, au niveau clinique. D'accord, donc on comprend que c'est plus rapide. Et tout comme le fer oral, il y a aussi plusieurs produits de fer intraveineux qui sont disponibles sur le marché. Est-ce qu'il y a un produit qu'on devrait privilégier en particulier? À ce sujet-là, je voudrais faire au guide de l'INES qui est paru il y a quelques années là, à ce sujet-là, qui est très, très bien fait, qui apporte beaucoup de clarification, puis qui offre même une ordonnance préimprimée là, qu'on peut utiliser. Donc, il y a principalement 3 produits qui sont disponibles au Québec. Il y a un 4e qui vient juste d'arriver sur le marché également. Pour résumer un peu les 3 produits, pour ce qui est du gluconate ferrique, qu'on connaît sous le nom de Ferlicite, on le voit le plus souvent en hémodialyse. On peut donner une moins grosse dose finalement à la fois, mais vu que les patients en hémodialyse, on les voit souvent, c'est pas problématique à ce moment-là. Pour ce qui est du dérisomaltose ferrique, donc notre fameux monoferrique, on le voit vraiment beaucoup en ambulatoire en raison de sa facilité d'administration. Donc, on se rappelle qu'on peut donner 1 gramme en une seule fois. Donc, c'est très aidant autant pour les rendez-vous au CLSC que pour les déplacements des patients. Donc, c'est une des raisons qui a été approuvée par l'INES également. Puis, on voit encore beaucoup le fer saccharose, donc notre fameux Venofer en centre hospitalier. C'est celui avec lequel on a probablement la plus grande expérience. C'est aussi celui qui est le moins cher. Donc, il devrait être priorisé si on n'a pas d'enjeu de déplacement du patient ou de rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on sait de cette nouvelle formulation de fer qui vient d'être approuvée par Santé Canada? Le nouveau joueur sur le marché, c'est le carboxymaltose ferrique, donc le fer injecte. C'est une nouvelle formulation. On en sait peu là, pour l'instant. On n'a pas encore l'approbation par l'INES, mais il n'apporte pas nécessairement d'éléments très, très différents par rapport aux choix qui sont déjà sur le marché. Donc, ça reste à voir qu'est-ce qui va se produire avec cette nouvelle molécule-là. Donc, à suivre. Tout à fait. Mais maintenant, revenons à notre patiente qui se fait finalement prescrire du fer saccharose, donc du Venofer, à être administré en médecine de jour. Est-ce qu'il y a raison de craindre une réaction à la perfusion chez cette patiente? Avec le Venofer, donc le fer saccharose, c'est tout de même assez rare. Puis on a une bonne expérience là, avec cette formulation-là. Peut-être que certains se rappelleront d'une formulation qu'on avait il y a plusieurs années pour laquelle on avait besoin d'une dose test, mais c'est pas le cas avec le fer saccharose. Par contre, il y a tout de même une surveillance qui est recommandée, puis on doit évidemment respecter le temps de perfusion suggéré selon la dose administrée. Puis à part cette surveillance-là, est-ce qu'il y a peut-être d'autres suivis à faire avec le fer intraveineux? Très peu. Il y a des rapports de cas d'hypophosphatémie. Par contre, c'est plutôt rare avec les formulations qu'on utilise ici. On a remarqué que c'est un petit peu plus élevé avec la formulation de fer carboxymaltose, donc le fer injecte qui arrive sur le marché. Par contre, c'est une hypophosphatémie qui va être asymptomatique et autorésolutive. Puis, elle va être réfractaire de toute façon à la supplémentation, donc il n'y a pas grand-chose à faire à part observer. Observer et surveiller. OK, parfait. Donc, disons qu'on est quelques semaines plus tard et notre patiente a reçu ses 3 doses de fer saccharose. Tout a bien été, il n'y a pas eu de réaction. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec son fer oral qui a été prescrit? Les 2 réponses pourraient être les bonnes réponses. Dans le fond, on pourrait soit le continuer ou l'arrêter.
Parfois, c'est pas nécessaire. Parfois, on préfère le poursuivre finalement pour maintenir quand même un apport chez notre patient, puis pas avoir besoin de redonner du fer intraveineux. Je pense qu'encore une fois, qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment individualiser l'approche, surtout selon la tolérance de notre patient au fer péros. S'il tolère déjà pas bien ou très peu, puis que c'est difficile pour lui de le prendre, ben je pense qu'à ce moment-là, notre décision est plus facile aussi à orienter. Tout à fait. Puis aussi, en termes de suivi, quand est-ce qu'on devrait faire des laboratoires de contrôle à la suite de la dernière dose de Venofer, par exemple? Ben là, je vais vous faire un petit rappel des bases de biologie. Okay. Donc, évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse en quelques jours sur notre hémoglobine. On se rappelle que la durée de vie d'un globule rouge, c'est 120 jours. Donc, de façon usuelle, on aurait un renouvellement journalier d'environ 1% des cellules. Okay. Il faut savoir aussi que notre maturation au niveau des réticulocytes va prendre environ 1 semaine. Donc, si on additionne tout ça, même si on augmente finalement notre production de nouveaux globules rouges, ben il faut se laisser le temps d'en produire. Donc, après un fer IV, habituellement, on va recommander de faire une formule sanguine complète puis un bilan martial environ 4 à 8 semaines après l'administration. Si on le fait trop tôt, ben là, on pourrait avoir une interférence finalement avec le fer circulant qu'on vient juste de donner. Donc, c'est pas une bonne idée de le faire trop tôt. On pourrait s'attendre à une augmentation de l'hémoglobine d'environ 1 à 2 grammes par décilitre en 1 à 2 mois. Puis, on veut que notre ferritine soit d'au moins 50 nanogrammes par millilitre, évidemment. Donc, avec tous ces suivis-là, la patiente sera certainement bien prise en charge par son pharmacien. Maintenant, Bianca, j'ai quelques questions plus pratico-pratiques à propos de l'administration du fer que j'aimerais te poser. Première question. Quel est le risque d'administrer du fer intraveineux lorsqu'un patient a une infection active? Bien, il n'y a pas vraiment d'augmentation du risque. On suggère tout de même d'attendre la résolution ou le contrôle de l'infection active avant d'administrer le fer intraveineux si possible. Donc, c'est rarement une question d'heure ou de jour, là, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, l'administration de fer intraveineux. Oui, on veut le donner, par exemple, avant le congé de l'hospice, mais on peut se permettre d'attendre qu'on ait du moins un contrôle de l'infection. On n'a pas vraiment d'augmentation des épisodes infectieux quand on utilise du fer IV. Puis ça ne constitue pas non plus une contre-indication si la balance de risque-bénéfice penche vers le traitement de l'anémie. Mais on suggère quand même de retarder son administration une fois que la bactériémie va être contrôlée finalement, qu'on n'aura plus de bactéries en circulation puis qu'on va avoir fait quelques jours d'antibiothérapie. Donc, je comprends qu'une infection active n'est pas une contre-indication absolue. Puis il faut juger de ce qui est prioritaire entre la supplémentation en fer ou le traitement de l'infection, puis surtout en cas d'infection très sévère. Maintenant, ma deuxième question pour toi, est-ce que c'est possible de donner trop de fer à un patient? Bien, théoriquement, oui, mais habituellement, on va faire une réévaluation finalement selon les bilans. Donc, on ne va pas nécessairement prescrire du fer à toutes les semaines ou à tous les mois sans faire de suivi. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé. Pour avoir vraiment une surcharge en fer, il faudrait avoir une ferritine à plus de 800 avec une saturation de la transférine à plus de 50%. Puis, à ce moment-là, il pourrait avoir une fonction hépatique anormale parce que les surplus vont aller se loger au foie. Par contre, ça arrive très, très rarement là, avec une administration de fer intraveineux. Je dirais que les patients pour lesquels j'ai vu ce genre de labo-là là, avec une ferritine très, très augmentée, ça serait plutôt les patients qui ont des protocoles de transfusion concomitants, donc qui vont recevoir aussi beaucoup de fer avec leur transfusion. Merci, Bianca. Donc, avant de terminer, à l'hôpital, on voit souvent des patients atteints d'insuffisance rénale chronique qui ont du fer régulièrement, comme tu le sais sûrement dans ta pratique. Qu'est-ce qu'on devrait retenir à propos de ce sous-groupe de patients? Est-ce qu'on peut supposer qu'ils font tous de l'anémie? Bien, c'est effectivement très, très prévalent chez cette population-là. Pour les patients en insuffisance rénale chronique, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on parle d'une carence en fer quand on a une ferritine en bas de 500 avec un pourcentage de saturation en bas de 30%. Donc, ça représente finalement beaucoup, beaucoup de patients. C'est pas tous les patients qui vont avoir une hémoglobine abaissée, par exemple. Donc, souvent, on va les suivre de façon concomitante. Puis, on va pouvoir les traiter quand ça va être requis. Il ne faut pas oublier, surtout cette
chez cette population-là de faire une répression à faire qui va être adéquate avant d'utiliser notre fameux Aranesp, donc notre agent stimulateur de l'érythropoïèse, puisque la raison principale pour laquelle les patients vont être réfractaires à l'utilisation de darbépoïétine, ça va être finalement le manque de fer. Mm-hmm. Puis c'est pas rare qu'on voit aussi des patients se faire prescrire du fer intraveineux avant une chirurgie. Est-ce qu'il y a des suivis particuliers à prévoir chez ces patients-là? Bien, pour les patients qui vont avoir une chirurgie, l'anémie est vraiment associée à une augmentation du risque de nécessiter une transfusion, puis même une augmentation de la mortalité et de la morbidité suite à une chirurgie vraiment majeure. Donc, les patients qui vont souffrir d'anémie légère, donc on parle d'une hémoglobine qui va quand même être au-dessus de 100, vont voir une augmentation du risque relatif de complications et de mortalité de l'ordre de 30 %. Ah, quand même. Donc, c'est quand même un facteur de risque important, mais un facteur de risque qui peut être modifiable aussi. Donc, qu'on peut adresser avant la chirurgie, puis qui peut augmenter finalement les issues positives pour nos patients. On a aussi une meilleure réponse sur l'hémoglobine en préopératoire quand on va donner le fer avant pour les patients qui ont une anémie fériprive. Puis, l'utilisation soit de fer Péros ou IV en préopératoire, on ne voit pas vraiment de différence significative sur l'hémoglobine au moment de la chirurgie, mais c'est sûr qu'il faut avoir plus de préparation si on y va avec le fer Péros, puisqu'il faudrait l'administrer vraiment plusieurs semaines avant. Parfait. Donc, Bianca, on est maintenant rendu à la fin de l'épisode. Quel serait ton mot de la fin pour les auditeurs? Ben, c'est sûr que je pense qu'il faut adapter, on l'a dit tout au long de l'épisode, mais adapter finalement le traitement pour chaque patient parce que ça va être différent dans chaque situation. La tolérance du patient pourrait nous faire changer de thérapie pour le fer intraveineux un peu plus rapidement, peut-être qu'auparavant. Donc, peut-être de développer un petit peu plus ces mécanismes-là. Puis, pour nos collègues qui travaillent en milieu hospitalier, peu importe l'unité, ben, ça pourrait être intéressant peut-être de donner un peu plus proactivement le fer intraveineux avant le congé, puis de profiter du fait que le patient est entre nos murs pour pouvoir bien répléter leur réserve de fer. Je vous réfère aussi, là, comme on a mentionné plus tôt au guide de l'INES, sur le fer intraveineux. Puis, il ne faut pas minimiser l'impact qu'on peut avoir pour prendre en charge de façon adéquate l'anémie. Ça peut apporter vraiment une différence significative pour nos patients au niveau symptomatique, au niveau de la fatigue, puis tout ça. Pour eux, ça fait des petits miracles parfois. Tout à fait, Bianca. Donc, merci beaucoup, Bianca Belouin-Jubainville, pour ta participation à cet épisode et pour tes conseils précieux qui nous aideront à optimiser le traitement de l'anémie fériprive chez nos patients. Merci à toi, Mathieu. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre fidèle écoute. On se retrouve le mois prochain pour parler du trouble lié à l'usage d'alcool avec Karina Sistera, qui est pharmacienne au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. À bientôt.